Chers Afro-Insolents, chers Afro-Insolentes, je vous souhaite la bienvenue dans Afro-Innovation, votre émission hebdomadaire en seconde partie le lundi soir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 novembre 2012 et nous allons commencer l'émission numéro 23 et le thème de ce soir sera la théorie économique africaine pour bâtir notre futur. Pour discuter de ce sujet très important, nous aurons comme invité le philosophe camerounais Mbog Bassong, le philosophe Mbog Bassong, et donc ensemble nous allons parler de cette nécessité de développer une théorie économique africaine. L'émission est très dense ce soir, donc je vais faire très court au niveau de mon introduction. Je remercie l'équipe technique, je remercie les animateurs et animatrices, et je remercie également ses partenaires sur le projet Afro Création. Alors nous allons commencer l'interview tout de suite, et je vous retrouve tout juste après. À très bientôt. Alors, Frank Mbog, je te remercie sincèrement d'avoir accepté de prendre cette interview. Tu es quelqu'un qui m'a beaucoup intéressé lorsque j'ai vu tes vidéos sur YouTube, et ça m'a tellement intéressé que je me suis dit, il faudra absolument compter en ligne. Alors, j'ai une série de questions pour toi. Je voudrais que tu exprimes ton point de vue parce que ça en vaut la peine. On ne sera pas forcément d'accord sur tout ce que tu vas aborder, mais ça vaut la peine que tu puisses t'exprimer. Alors la première question, c'est la suivante. Quelle approche tu penses que nous devrions adopter pour raconter notre version de l'histoire en termes de management, en termes de business, pour justement que les gens sachent que nous avons réalisé énormément de choses avant tout le monde, notamment dans l'Égypte antique, etc. Je pense par exemple à des situations comme la gestion de projets, la construction des pyramides, qui sont des situations où nous avons pu démontrer que nous avions la connaissance requise pour faire avancer les choses. Qu'en penses-tu? Alors, la première des choses, c'est de dire que nous avons un problème majeur. Premièrement, est-ce que nous sommes certains que le capitalisme sied à l'esprit africain? Je m'explique. Est-ce que nous pensons qu'au nom du pétrole, au nom de l'uranium, nous sommes capables de détruire un pays ou de venir faire ce qu'on voit avec l'Occident lorsqu'il a des envies, de détruire entièrement, déstructurer entièrement tout un peuple? Première question. Cela signifie que nous devons réviser l'approche de ce qu'on appelle le capitalisme. L'approche, ça veut dire quoi? Est-ce que l'homme africain peut être, en fonction de ce qu'il est réellement, de la famille élargie, des cousins élargis, de la famille, j'allais dire, qui devient même clanique, est-ce que l'homme africain peut assimiler le capitalisme au sens occidental du terme? Si nous disons que la question est difficile et qu'il est extrêmement complexe d'y répondre, alors nous avons deux choix. Un, comment les Africains pensaient le capitalisme avant? Deuxièmement, est-ce que cette pensée du capitalisme, s'il en a existé avant, comment ce capitalisme se manifestait? Si nous sommes d'accord que la question ainsi posée appelle une troisième, nous dirons, est-ce que ce capitalisme-là, s'il a existé, comment peut-il être fécond pour aujourd'hui? Et en ce moment, il me semble que la discussion commence. Alors, moi je réponds d'abord en deux temps. Premièrement, le capitalisme égyptien n'était pas un capitalisme au sens occidental du terme, c'est-à-dire de la propriété privée. Il était un capitalisme d'État. Exact. Voilà. Et comme il était un capitalisme d'État, l'État devait intervenir sur tout ce qui touche à l'organisation sociale de telle manière qu'on n'aboutisse jamais à ce qu'on voit en Occident, à savoir des modèles de régulation financière qui débouchent dans le néant et où on voit le chômage que l'on voit. Donc, si vous voulez, le capitalisme étatique de l'Égypte était le capitalisme par lequel les individus, tout en s'enrichissant un tout petit peu, cela ne compromettait pas la marche globale de l'État. Première des choses. Deuxième des choses, si nous disons maintenant que on a un capitalisme qui devient mondial, est-ce que ce capitalisme de l'Égypte peut s'adapter à l'ordre mondial? Je dis oui, mais à condition que le capitalisme de l'Égypte, c'est-à-dire d'État, prenne le soin d'organiser la société pour que les individus qui veulent s'enrichir à outrance
une fois de plus, ne porte pas atteinte à la vie de tous. S'il en est ainsi, on peut donc poser la troisième question. Est-ce que, sous cet angle-là, si nous cherchons l'uranium ou le pétrole ailleurs, est-ce que nous pouvons prendre des missiles et aller détruire tous les autres peuples parce qu'on est en compétition inter-nation, inter-peuple? Alors, à ce moment, je dis non. La vocation de l'Afrique n'est pas de traverser les mers, de prendre des missiles pour aller détruire tous les autres peuples au nom de ce capitalisme, parce que la pensée africaine privilégie l'homme. Vous comprenez pourquoi est-ce que votre question est complexe et appelle des réadaptations théoriques du capitalisme pour que la question de l'État, la question du capitalisme d'État refasse surface. Mais vous comprenez très bien que ça nécessite des études approfondies. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, lorsque Gbagbo a cru pouvoir récupérer les banques, vous avez vu qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune théorie monétaire, aucune théorie financière. Et finalement, cette histoire s'est achevée en queue de poisson. On a vu qu'il a été étranglé au niveau de la communauté internationale. Conclusion, nous ne pouvons plus penser le capitalisme au hasard. Il nous faut le penser au niveau macroéconomique. C'est-à-dire que les Africains doivent se poser la question de savoir quel va être le capitalisme d'État en Afrique pour que demain, face aux autres nations, nous puissions avoir une riposte conséquente, mais en même temps que nous n'arrivions pas à des modèles de régulation tels qu'on voit des millions de nos enfants qui chôment comme on voit aujourd'hui. J'espère que vous m'avez compris. J'ai très bien compris ce que tu viens de me dire, frère. Donc en fait, je reviens sur ce que tu viens de dire par rapport au fait que nous devons repenser notre mode de fonctionnement. Alors par rapport à ça, quelles sont les pistes de solutions? Quels sont ces éléments que tu penses qui seraient importants pour nous pour que nous puissions repenser notre vision économique, notre vision monétaire, etc. Est-ce que tu as des choses auxquelles tu as réfléchi que tu pourrais partager avec nous? Oui, tout à fait. Alors, la première des choses que nous devons nous mettre en tête, c'est que le capitalisme ne va pas seul. Il va avec les institutions politiques. Il va avec le modèle d'organisation de l'État. Première des choses, en Occident, c'est l'individu qui est le maître. C'est l'individu qui est rationnel et calculateur, qui fonctionne pour lui-même. Or, le modèle africain, c'est un modèle de communautarisme où se superpose l'individu, mais avec comme modèle d'emprunt la communauté auquel il rend plus ou moins compte en fonction des problèmes qui se posent. Exactement. Vous savez très bien que dans nos villages, dès que quelqu'un s'enrichit, tout le monde dit qu'il a vendu des gens, tout le monde se braque, tout le monde dit que non, il fait des choses qu'on ne comprend pas. Parce que précisément, la pensée africaine n'admet pas que les égos soient très prononcés et que les riches aient une richesse beaucoup trop grande alors que les autres n'ont pratiquement rien. Donc si vous voulez, nous aurons un problème majeur. Comment harmoniser l'état du communautarisme à l'état de la propriété individuelle qui est le modèle de l'Occident? À mon sens, il me semble souhaitable que à cette question de l'individu qui a la propriété privée se greffe l'idée de la responsabilité. En d'autres termes, est-ce que parce que quelqu'un peut s'enrichir, peut prendre sur lui de piller les caisses de l'État, quitte à ce que ses frères et amis, tous ceux qui ont le village, tous ceux qui sont dans les villages ne s'en sortent pas? Il me semble que nous ne devons pas arriver à ce niveau de lacune que l'Occident a organisé entre les hommes et les autres hommes. Pour cette raison, je pense que la question qui va se poser, c'est quel va être le modèle d'intervention de l'État pour qu'aucun individu ne prenne sur lui de devenir une machine à pomper les sous, quitte à ce que l'État tombe. Parce que là, on a une très grande expérience de l'Occident. On a vu que des individus qui se sont enrichis ont fini par prendre les États en otage. Désormais, l'État occidental lui-même n'est plus capable de réguler. Vous voyez en France, par exemple. Vous voyez comment Hollande ou Sarkozy sont pris dans le piège des hommes, des puissants de ce monde économiquement, qui empêchent même ou qui peuvent empêcher l'État de fonctionner. Donc,
Oui, je vous écoute. Oui, en fait, pendant que tu parlais de ça, je pense aussi à l'Italie avec Berlusconi qui aussi a d'une manière ou d'une autre pris en otage le système italien. Et je lisais le Financial Times il y a quelques jours où justement il a une peine de prison et il s'avère que malgré cette peine de prison, il n'irait même pas en prison. Donc voilà vraiment un bel exemple de quelqu'un qui parvient à prendre en otage un système et qui devient en fait quelqu'un qui est au-dessus des lois en fait. Voilà. Ce qui signifie donc que pour ma part, comme nous ne voulons pas que l'individu ou des individus s'accaparent les capacités que l'État a de réguler l'ordre financier pour que tout le monde s'en sorte, il est souhaitable que les confréries africaines qui sont morts-nés aujourd'hui reprennent effectivement surface. Parce que l'État ne peut pas agir seul sur les communautés et contrôler les communautés si les initiés et les chefs traditionnels qui avaient pour but d'organiser la société eux-mêmes ne sont pas refidélisés, n'ont pas un statut à l'intérieur de l'État de demain que nous voulons construire. Donc, en conséquence, je vois deux aspects de choses. Refaire l'État, donner aux institutions politiques les capacités réelles de ne pas laisser les individus s'accaparer les moyens financiers pour la mettre dans un état de désolation comme en Occident. Première des choses. Deuxième des choses, réhabiliter les chefs traditionnels, les initiés africains, dont le but, voilà, dont le but était de faire en sorte que les déchets qu'on voit dans l'Occident d'aujourd'hui, la prostitution, les enfants vendus, les organes qu'on vend partout, les enfants de la rue, les déviances sexuelles, les déviances mentales ne prennent plus cette coloration, autant que par ailleurs des gens qui s'enrichissent pour eux-mêmes, quitte à ce qu'ils vendent les enfants, quitte à ce qu'ils mettent les enfants dans un état de prostitution comme on voit. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement. Donc, l'enjeu, c'est que la question de l'État, la question du capitalisme doit s'accoupler à la question des institutions traditionnelles qu'on doit remettre en sellette pour que les individus, pris isolément, ne prennent pas le pas sur l'organisation globale de la société. Parce que voyez-vous, si on a aujourd'hui ce qu'on voit, les enfants de la rue, le chômage, les questions sexuelles, déviances sexuelles, etc., c'est parce que précisément l'individu est seul dans la nature sans avoir la tribu ou le clan qui le protégeait. Et c'est en ce sens qu'il faut faire renaître absolument les confréries et les institutions traditionnelles pour qu'elles servent de contrepoids à un capitalisme malheureusement qui est outrecuidant. Donc vous voyez ce que je veux dire. Si capitalisme aujourd'hui il faut que ce capitalisme s'accompagne des institutions qui servent de tampon à la volonté des individus de prendre le pas sur l'État. Voilà un peu comment je vois cette question. Frère Mbog, je te remercie par rapport à cette première question. Tu sais, pendant que tu réponds, je réfléchis et je me dis, dans ta réponse, on retrouve très fort un élément, je dirais, moral, dans le sens que si tu as utilisé le mot tampon, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse freiner un petit peu l'élan de certaines personnes qui pourraient, par exemple, se comporter de manière où on croit qu'on peut faire tout ce que l'on veut. Alors ceci me pousse à cette question, puisqu'on parle de moralité, donc de l'aspect moral, donc il y a l'aspect religieux qui est aussi lié. Ma question suivante c'est, est-ce que tu crois que nos croyances religieuses sont une sorte de frein à notre développement économique? Ce que je veux dire par là, c'est que on lit par exemple dans la Bible que voilà Jésus, qu'on qualifie généralement de blanc, alors qu'il y a encore un débat là-dessus. Jésus qui dit qu'il faut pardonner à ceux qui nous heurtent, etc. Est-ce que tu penses que toute cette philosophie, cette croyance religieuse basée sur la chrétienté peut être un frein justement à notre développement économique, ou en tout cas du développement comme tu viens de l'exposer? Alors, il y a deux questions qui sont posées là. La question des croyances religieuses entendue au sens des croyances religieuses chrétiennes, telles que le Christ nous les a données, et les croyances africaines qui sont différentes des croyances chrétiennes. Ce que je voudrais dire, c'est que, en réalité, comment on fait pour que les individus s'en sortent? Comment on fait pour que les égos ne soient pas prononcés? Ce sont les institutions
institutions. Il faut très bien comprendre que là où l'Église s'est fourvoyée et le modèle de l'État occidental, c'est de croire qu'on vendait l'amour en route, on vendait l'amour du prochain dans les pharmacies. Non! L'amour du prochain ne s'exprime que dans les institutions. Et la grande erreur de l'Occident, c'est d'avoir cru qu'on pouvait mettre les églises d'un côté et le modèle institutionnel de l'autre. Je m'explique. En Afrique, quand il faut aller à la pêche, c'est tout le village qui va à la pêche. On revient, on partage pour tout le monde. En Afrique, c'est tout le monde qui va au champ et on partage pour tout le monde. Il n'y a pas de notion de charité. C'est un devoir que tout le monde ait. Quand il faut construire une case, c'est tout le monde qui construit la case du voisin. Donc, il y avait un modèle institutionnel qui faisait que l'amour du prochain était évident. Ce n'était pas une affaire où on demandait aux gens, est-ce que tu vas aimer ton prochain comme toi-même, comme nous font croire les églises révélées et les mosquées. Il ne s'agit pas que chacun d'entre nous soit meilleur. Non. Dans l'Afrique ancestrale, les institutions avaient pour but de bloquer la menace des individus qui auraient des égos trop prononcés pour contrebalancer l'harmonie installée entre tous. Donc, si vous voulez, l'Occident n'a pas très bien compris que la question de l'amour, la question du partage n'est pas une question individuelle. La question du partage de l'amour, c'est une question institutionnelle. C'est la raison pour laquelle la première question devient importante. Comment les Africains réussissaient-ils à faire pour qu'il y ait l'harmonie dans un village? N'oubliez jamais que les empires ont existé en Afrique, en particulier l'empire au Moyen-Âge du Ghana ou du Mali. Or, des études, en particulier les études de Louise Maes, l'épouse de Cheikh Anta Diop, vous savez qu'elle est professeure de géographie, elle a fait une très importante étude sur le Moyen-Âge et elle découvre que l'Afrique avait près de 800 millions d'habitants au XVe siècle avant l'esclavage. Vous comprenez que cela signifie que l'Afrique du XVe siècle avait autant d'habitants qu'aujourd'hui puisqu'on a près d'1 milliard. Alors, comment expliquez-vous qu'on ait des grands empires comme le Ghana et le Mali d'environ 100 millions d'habitants et qu'il n'y ait eu malheureusement aucune prison? S'il n'y a eu aucune prison en Afrique, ça veut dire que le modèle institutionnel était si important que les personnes étaient presque inaptes à faire du mal. Si les personnes étaient presque inaptes à faire du mal et qu'il n'y a pas eu de prison, cela veut dire que les personnes avaient un principe de responsabilité et de moralité qui permettait à la société de s'harmoniser pendant que l'État devenait un État puissant. N'oubliez jamais que l'Égypte a d'abord été la première puissance mondiale pendant l'Antiquité et qu'au Moyen-Âge, le Ghana et le Mali sont redevenus les puissances mondiales. On peut lire Ibn Khaldoun et Ibn Battuta qui confirment que l'empire du Mali et du Ghana était irrattrapable par l'Occident au Moyen-Âge. Conclusion, il est possible d'harmoniser un développement qui fasse que les individus donnent le meilleur d'eux-mêmes tout en étant riches en eux-mêmes. Maintenant, la richesse matérielle n'est qu'un plus. Or, c'est ce plus qu'il faut contrôler. Et pour le contrôler, il faut que le capitalisme d'État soit suffisamment bien organisé pour que les individus ne s'égarent pas et n'en abusent. Conséquence, pour que les individus ne s'égarent pas, il faut remettre en place les conseils claniques traditionnels dont l'enjeu c'était toujours de rappeler aux individus, attention là, ne débordez pas, attention là, nos enfants ne doivent pas être dehors, attention là, il ne faut pas qu'on les vende, attention là, vous comprenez? Or, l'État est impersonnel, l'État moderne est impersonnel. Les enfants peuvent traîner dans la rue sans qu'ils soient concernés. La prostitution peut prospérer sans qu'ils soient concernés. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête de l'État participent de cette prostitution, participent de cette déviance mentale, participent de cette vente des enfants, participent de l'homosexualité, participent de la pédophilie. Vous comprenez où se trouve la question? Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Elle est tout à fait claire. Alors j'irai donc plus loin par rapport à ce que tu viens d'énumérer. Donc cela veut dire en gros que les croyances religieuses, celles que on nous les a présentées, représentent une sorte de frein parce que les choses ne sont pas aussi claires que ça ne le paraît et que d'une certaine façon les croyances que nous avons reçues, eh bien ce sont des croyances qui ne nous servent pas du tout.
Non, je reprends. Les croyances religieuses de l'Occident, qui sont celles du christianisme, sont des croyances en trompe-l'œil. C'est-à-dire que l'Église demande aux individus d'aimer le prochain, de s'aimer entre eux, mais les institutions pour lesquelles l'amour du prochain doit être mis en évidence ne permettent pas précisément cet amour-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre les croyances religieuses de l'Occident insérées dans leur modèle politique, dont l'enjeu précisément, c'est que les États et les institutions politiques créent le chômage, parce que le capitalisme structure le chômage. Le capitalisme a besoin du chômage pour lui-même prospérer. Le capitalisme a besoin de la pauvreté pour prospérer. Donc le capitalisme de l'Occident a pour but de rendre une partie des gens pauvres, sinon il n'existe pas lui-même. Et conséquence, l'Église à côté et récupère les pauvres pour en faire un don de Dieu. Alors que dans le modèle africain, le modèle était si cohérent que l'Église et le capitalisme faisaient corps. L'État contrôlait. On s'est compris? J'ai bien compris. Alors, je réfléchis encore à ce que tu viens de dire. Ça me fait penser parce que tu dis que voilà que le capitalisme a besoin des pauvres. Et je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Et on le voit très bien par rapport notamment au concept de la globalisation. Donc en fait, on essaie d'utiliser un mot très propre, mais en fait, quand on regarde bien derrière, il y a une connotation très sale que peu de gens s'en rendent compte, dans le sens que voilà, je suis une entreprise allemande par exemple, et je voudrais fabriquer les produits dont mes enfants allemands ont besoin, et j'essaie de trouver le pays qui va le produire au coût le plus bas, au lieu d'avoir ce même produit qui serait par exemple fabriqué en Allemagne pour donner de l'argent ou du moins un salaire aux Allemands. On va essayer de chercher des gens dans un pays pauvre, au Vietnam, au Moyen-Orient, en Amérique latine, pour que ce produit soit fait par des gens en payant un salaire qui est le plus bas. Donc tu as bien raison, le capitalisme a besoin du pauvre. Alors ceci me pousse à te poser cette question, que la globalisation en fait a ces deux éléments qui sont aussi là ensemble, que sont la violence et la puissance. Lorsqu'on regarde par exemple nos sociétés africaines et quand on va dans le passé, il y avait cet aspect que nous étions la première puissance mondiale, mais on n'était pas violent du tout. Alors que l'Occident, justement, a ces deux éléments. Ils ont la puissance et la violence en même temps. Parce qu'ils peuvent se dire, voilà, je vais aller dans ce pays X et je vais avoir accès à leur pétrole. Et la manière d'y arriver, eh bien, je vais être violent. Et dans cette violence, je vais détruire la machine économique et commerciale du pays. Est-ce que tu peux développer par rapport à ça, s'il te plaît? Oui, c'est-à-dire que le modèle de l'Occident, c'est un modèle de domination par essence. La vocation de l'Occident, c'est la mort. La vocation de l'Occident, c'est une domination qui fasse en sorte que cette mort soit. Je m'explique. La pensée africaine, c'est une pensée de partage. Et la pensée africaine dit qu'il y en a suffisamment pour tous. Le jour où la planète Terre aura comme puissance dominante l'Afrique, vous verrez que toute la richesse sera repartagée à tous. Le danger dans ce qu'on a dans le modèle de l'Occident, c'est que il y a tellement de richesses que l'Occident veut s'en accaparer pour lui seul. Exactement. C'est ça le problème. Alors que on peut faire un modèle de développement où tout ce qui est en surplus soit redistribué. Or, l'Occident est capable de jeter tout ce qu'il a en surplus, quitte à ce que les autres en meurent. C'est là la question. Et c'est la raison pour laquelle la réflexion s'impose. Nous serons le champ de bataille au XXIe siècle et cela a commencé. L'Asie va se pencher sur nous, le monde arabe va se pencher sur nous et l'Occident va se pencher sur nous dès qu'ils auront achevé leur lutte et querelle entre eux. Ce qui signifie qu'entre-temps, nous devons prendre du recul pour que nous prenions sur nous une avance avant que ce monde-là ne s'éveille. Exactement. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle la pensée nous manque. C'est la raison pour laquelle nous, Africains, nous ne faisons pas beaucoup pour faire des recherches suffisantes pour que nous soyons prêts
avant que ce monde-là qui nous a mis en esclavage ne nous remette en esclavage une fois de plus. Parce qu'il s'y prépare. Et il ne faut pas croire, l'Asie qui est en train de prendre toutes ces terres et ces hectares en Afrique va faire exactement ce que l'Occident nous a fait. Or, nous devons être prêts. Pour être prêts, qu'est-ce qu'il faut? Les peuples s'affrontent sur la base des théories. On ne s'affronte jamais sur la base de la simple lutte armée. Il faut que les théories du droit, les théories de l'économie, les théories de l'architecture, les théories de la religion prennent le pas et que cette confrontation théorique se poursuive par une confrontation militaire. Vous avez beau avoir les armes, si vous ne contrôlez pas la théorie sur la façon dont on construit les armes, vous ne pouvez pas vous en sortir. La conclusion est donc simple. Il est souhaitable qu'avant que l'Occident ne prenne sur lui de nous recoloniser, ou que le monde arabe ne se réveille brusquement pour nous recoloniser, ou que le monde asiatique ne prospère dans la recolonisation qui se prépare, nous les Africains, nous devons préparer cette théorie. Parce que les théories nourrissent l'esprit. Figurez-vous, il y a des tas de chrétiens, des tas de musulmans qui ne savent même pas que ces religions sont antinomiques, ne peuvent pas permettre à l'Afrique de s'en sortir. Ce faisant, on leur brandit Jésus-Christ, on leur brandit Mahomet, et ils croient qu'eux aussi, Mahomet et Jésus sont faits pour eux. Est-ce que vous avez conscience que c'est parce que précisément nous sommes dans les religions des autres qu'on ne s'en sort pas? Est-ce que vous savez que l'Asie n'a pas eu besoin du christianisme ou de l'islam pour devenir une grande puissance? Pourquoi l'élite africaine s'attarde sur les religions des autres, les théories des autres, les idéologies des autres, en prétendant que ces idéologies vont lui permettre de s'en sortir, sans que cette élite ait pour lui-même pour elle-même, une seule théorie qui lui soit propre? Vous comprenez où se trouve le problème? Le problème est que tant que l'élite aura le sentiment que c'est tout ce qui appartient aux autres qui est bon pour elle, elle n'aura pas compris l'enjeu. L'enjeu, c'est la théorie dans tous les domaines de la connaissance, car ce sont ces théories qu'on met dans le système éducatif. Pourquoi tous les Africains qui finissent l'école sont étrangers à la culture africaine? Parce que précisément, dans le système éducatif qui est le leur, il n'y a aucune trace de la capacité que ces ancêtres ont eu à comprendre le monde. L'histoire est absente. Les théories africaines sont absentes. Il nous faut donc travailler sur ces théories et les mettre dans le système éducatif pour que nos enfants demain, quand ils finissent l'université, qu'ils soient comme le petit arabe de 25 ans et le petit asiatique de 25 ans. Or, nous sommes le seul peuple où celui qui a fini 30 ans ne sait rien sur l'Afrique. Voilà la question. Alors, je vais centrer ce que tu viens de dire par rapport à notre émission, qui est donc basée sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Alors, puisqu'on parle de théorie, qu'est-ce que tu penses que devrait être la théorie de l'entrepreneuriat en Afrique, sachant que le modèle individualiste et capitaliste de l'Occident est en train de s'écrouler? Qu'est-ce que tu penses que nous devrions avoir comme trajectoire, ou qu'est-ce que nous devrions avoir comme théorie de l'entrepreneuriat en Afrique? Bon, je viens d'achever un livre sur la théorie économique de la valeur en Afrique. Mais comme vous savez, moi à propos, est-ce que tu pourrais donner le titre et le nom de l'auteur, comme ça les personnes qui nous écoutent puissent avoir accès aussi à cette connaissance? Bon, le problème c'est que l'Harmattan ne l'a pas encore publié, il est déjà à l'Harmattan. D'accord. Donc j'attends sa publication. Le titre c'est l'alternative africaine à la crise du capitalisme mondial. Qu'est-ce que je fais dans ce livre? Je dis dans ce livre ce qu'a été le modèle africain. Mais ça ne suffit pas. Parce que l'économie est divisée en plusieurs catégories d'approches. Il y a l'entrepreneuriat, comme vous devez nous parler, il y a la microfinance, il y a la microéconomie, il y a l'économie des entreprises, l'économie, etc., etc. Il s'agit, dans un premier temps, que tous ceux qui sont dans le monde des affaires se repenchent sur les traditions africaines pour en sortir une théorie efficace du point de vue économique. Car si l'élite ne le fait pas, elle va tomber dans les mêmes travers que l'Occident est en train de vivre. Les individus vont s'enrichir, ils auront des égos prononcés, ils ne penseront plus au leur. D'ailleurs, ils vont même estimer qu'ils ont trop souffert pour devenir ce qu'ils sont sans les autres.
conséquence, nous allons reprendre le chemin de l'Occident, qui est un chemin effroyable comme on est en train de voir. En revanche, ce qu'ils doivent faire, c'est que du haut de leur capacité à s'organiser en entreprise, ils doivent reprendre la question fondamentale. Y a-t-il eu des entreprises en Afrique? Première question. Il y en a eu. L'Égypte a connu des entreprises individuelles. Le Mali a connu des entreprises individuelles. Maintenant, l'autre question est comment ces entreprises fonctionnaient dans le cadre du modèle africain? C'est la deuxième question. Quand ils auront fini de savoir comment cela s'est passé, il y a la troisième question qu'ils devront se poser. Comment modéliser une entreprise africaine dans un monde global où les types d'économie et les types d'approche de l'économie sont différents? En d'autres termes, est-ce qu'il y a lieu de formaliser une théorie générique qui permet à la fois de comprendre le modèle africain et de comprendre le modèle de l'entrepreneuriat occidental? Quand on a fini cette approche, c'est à ce moment qu'on fait la dernière phase, la question de l'État. Comment harmoniser la question de l'État à la question d'un monde globalisé et à la question de la propriété individuelle de l'entrepreneuriat? Vous comprenez très bien que ce que j'ai voulu dire, c'est que vous ne pouvez plus continuer à être des hommes d'affaires au hasard. Exactement. Vous ne pouvez pas être des hommes d'affaires comme l'Occident, parce que les travers sont que vous pouvez entraîner des millions d'individus dans la détresse comme on voit avec le chômage. Vous pouvez entraîner des millions d'individus dans la guerre comme on a fait avec Gbagbo. Vous pouvez entraîner des millions d'individus comme au Mali où les intérêts économiques sont privilégiés par rapport à la vie des individus. Tu as absolument raison, mon frère, absolument. Et c'est bien pour cette raison-là que je suis personnellement quelqu'un qui ne pense pas que le modèle capitaliste est le modèle que nous devrions importer en Afrique. Et je pense que nous avons besoin d'un système où la communauté, un système de partage, un système de coopération qui se fait entre individus pour que ça ne bénéficie pas simplement à une personne ou à un groupe de personnes qui sont des élites, mais que ça bénéficie à la masse, à la totalité de l'ensemble des personnes qui sont sur un territoire donné. Or, à ce moment, la question de l'État se pose. C'est-à-dire, quel va être le type d'État qui va accepter ce que vous êtes en train de dire? Parce que si l'État continue à être un État modélisé, emprunté au modèle de l'Occident, on est battu. Donc, il faut changer le modèle de l'État qu'on a. Donc, il faut prendre le pouvoir. Donc, il faut être capable de prendre le pouvoir et de modéliser la situation qui va permettre à l'Occident lui-même d'être battu dans notre modèle. Vous comprenez? La situation n'est pas simple. C'est pour ça que la réflexion doit être la première des choses pendant qu'on fait les affaires. On n'interdit pas, au contraire même, c'est une bonne chose que vous fassiez des affaires, parce que chemin faisant, vous pouvez fructifier les zones où se fait la réflexion. Mais nous ne pouvons pas séparer ce que nous faisons entre ceux qui sont riches, ceux qui n'ont rien, ceux qui ne peuvent pas faire quelque chose, mais qui peuvent donner une partie d'eux-mêmes pour la lutte, parce qu'en Occident, ils sont organisés. Il y a des départements qui travaillent sur 100 ans. Quel va être le modèle dans 100 ans? Comment l'Occident va s'en sortir face à la montée en puissance de l'Asie et du monde arabe? Et ils réfléchissent sur 100 ans. Il y a des départements au CNRS partout, même aux États-Unis. Mais nous, on n'a même pas encore de lieu de réflexion. D'où vous comprenez mon désarroi. En réalité, ce que vous devriez faire, il me semble, mon cher Jean, c'est que les gens comme vous qui avez de la puissance financière, vous devez aider à faire ces travaux. Vous n'êtes pas obligé de vous-même de faire ces travaux, mais vous pouvez avoir un consortium où vous nous dites, écoutez les gars, nous avons 3 millions de francs pour avoir tel résultat dans 6 mois, dans 1 an. Et que vous nous mettiez au travail. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être comme nous, qui réfléchissons tous les jours. Il faut bien que les gens travaillent chacun dans son domaine, mais dans une sorte d'articulation globale pour que l'Afrique s'en sorte. Tu comprends ce que je dis? Je comprends très bien et je suis ravi que tu me poses cette question, que tu me lances ce défi. Je dois te signaler que dans cette radio et par rapport à cette émission Afro Innovation, j'ai
solliciter nos frères et sœurs qui nous écoutent chaque semaine en leur proposant justement un projet qui s'appelle Afrocréation, qui est une initiative dans le but de créer la plus grande coopérative en Afrique. Et l'idée principale, c'est non pas simplement de créer des entreprises, mais c'est vraiment d'être une base, une plateforme de réflexion. Alors, je suis ravi que tu me dises, voilà, si nous avons les moyens financiers, nous pouvons poser la question, voilà, est-ce qu'on peut réfléchir à un modèle de pensée, à un système philosophique qui va nous faire avancer? Moi, je suis ravi que tu me poses cette question, et je suis doublement ravi que nos auditeurs l'ont entendu, parce que c'est ce genre de choses, c'est ce genre d'initiative qui, moi, m'intéresse personnellement, bien au-delà de créer des entreprises. Parce que je pense qu'on ne doit pas séparer juste créer une entreprise et se faire de l'argent et l'aspect social qu'il y a autour de nous. Parce que les deux sont étroitement liés. Voilà, les deux sont si liés que les hommes, les occidentaux, sont là pour faire régner leurs intérêts. Ils installent à la tête des États africains leurs hommes liges qui leur permettent de faire grossir le capital, mais pour leur poche. Nous avons donc deux problèmes majeurs. Est-ce que les entrepreneurs africains sont capables d'avoir le spectre et la surface d'organisation des sociétés occidentales? Cela est très difficile. Mais en revanche, il y a une possibilité que ces hommes d'action, qui sont des hommes d'argent, des gens capables de créer les sources de financement, s'enrichissent précisément pour aider cette Afrique à s'en sortir, pour aider cette Afrique à avoir des gens qui vont prendre ce pouvoir-là entre les mains de l'Occident qui a quadrillé l'espace pour que précisément aucun Africain n'y arrive. Voilà les enjeux. Et je suis d'accord avec vous, ce que vous venez de dire est très important. C'est-à-dire qu'il faut une sorte de coopération, mais une sorte de coopération habile, stratégique, qui fasse le CFA. Mais qu'une partie de ce CFA serve l'Afrique à poursuivre les domaines de recherche qu'on ne peut pas poursuivre dans nos universités parce que nos États sont complètement inféodés à l'ordre dominant. Il faut des universités africaines et il faut que vous en soyez les maîtres. Il faut des nouvelles églises africaines. C'est vous qui avez de l'argent qui devez faire ces nouvelles églises. Il nous faut de nouvelles écoles. C'est la raison pour laquelle, en vous enrichissant, il faut que vous procédiez à la même méthode que l'Occident a eue, à savoir créer des nouveaux pôles de savants africains, créer des nouveaux pôles d'universités africaines, créer des nouveaux pôles de l'intelligentsia, dont l'enjeu va être la prise du pouvoir, mais avec à la base les confréries africaines sans lesquelles on n'arrivera nulle part parce que le pouvoir est par essence initiatique. Ok, donc je vais résumer un petit peu ce que tu viens de dire. Je suis d'accord qu'on va devoir revoir notre éducation académique, on va devoir vraiment former nos chefs d'entreprise d'une façon différente pour qu'ils puissent refléter le paradigme africain. Alors par rapport à ça, la question que je te pose c'est, bien qu'on en a abordé certaines, mais quels sont, d'après toi, les défis que l'Afrique doit relever, et donc des défis pour lesquels les entrepreneurs ont un rôle majeur à jouer, sachant que quand on regarde en Occident, on crée des entreprises, on s'enrichit, mais ça n'empêche pas que ces sociétés occidentales s'écroulent. Donc on se rend bien compte que c'est bien plus compliqué que juste créer une entreprise et se faire de l'argent. Alors quels sont ces défis que tu penses que nous, en Afrique, nous devons relever? Alors, je pense que nous avons trois défis majeurs. Le premier défi, c'est d'être capable d'avoir nos confréries à nous et nos religions à nous. Et figurez-vous, ce sont les hommes d'affaires qui doivent être au cœur de ces confréries, tout comme en Occident, tous ceux qui ont les moyens sont dans la franc-maçonnerie, tous les grands banquiers. Donc, la première des choses, c'est que les hommes d'affaires doivent s'organiser de commun accord avec les patriarches et les initiés africains pour avoir des cercles confrériques et pourquoi pas réveiller leur religion traditionnelle pour en faire une religion de quête de l'excellence autant que les autres religions. Parce que nous ne pouvons pas continuer à faire ce que nous faisons. Chaque jour, il y a une mosquée, il y a une église qui naît chez nous. Mais en contrepartie, aucun Africain ne voit faire un sanctuaire et les Africains s'en foutent même de voir des sanctuaires pendant que l'église et la mosquée continuent de prospérer. Premier enjeu. Deuxième enjeu, l'éducation et la science.
Nous ne pouvons pas être des scientifiques si nous ne travaillons pas sur la culture africaine. Parce que les agrégés que nous avons aujourd'hui, les grands maîtres dans les grandes universités, répètent le modèle dominant. Conséquence, ils sont des répétiteurs du modèle dominant, mais ils ne sont pas des scientifiques. Si vous voulez, ils apprennent à nos enfants ce que nos enfants doivent être pour que l'Occident les malmène mieux. Oui, ils apprennent le droit, l'économie, etc. qu'on enseigne à nos enfants a pour but que nous soyons les relais de ce modèle. Conséquence, l'université et l'école en Afrique forment des abrutis mentaux qui ont la prétention de dire pour l'Afrique. Vous comprenez? J'entends souvent au Cameroun des gens parler d'un Cameroun émergent en 2035. Est-ce que vous pouvez être émergent si vous n'avez pas une théorie économique qui soit la vôtre? Comment vous pouvez penser bâtir une émergence sur la base des idéologies des autres dont l'enjeu c'est de vous asservir? Donc vous comprenez que l'école et la science doivent être entre les mains des hommes d'affaires. Parce que ce sont des hommes d'affaires qui peuvent créer les nouvelles universités et les instituts privés à partir desquels le paradigme africain soit véhiculé. Enfin, il y a les institutions politiques et le capitalisme. Nous avons vu tout à l'heure que le capitalisme ne va pas sans les institutions politiques appropriées. Ce qui signifie que nos hommes d'affaires devront prendre le pouvoir pour réinstaurer les institutions traditionnelles. Vous comprenez? C'est trois enjeux différents, mais qui ont la même hauteur de difficulté. Premièrement, les confréries et les religions. Deuxièmement, l'éducation et la science. Troisièmement, les institutions politiques et le capitalisme. Voilà les trois enjeux où l'entrepreneuriat africain doit mettre le paquet en termes d'abord d'études, d'analyse, des théories, pour que ces trois enjeux-là soient prospères. Je te donne un simple exemple pour qu'on avance un peu. Pourquoi l'entrepreneuriat africain ne pourrait pas organiser un colloque des cultes traditionnels africains initiatiques, que les Dogons du Mali se retrouvent, que les initiés du pays Bassa où je suis se retrouvent, que les initiés du Mali se retrouvent, pour qu'enfin on s'asseye exactement comme les rabbins juifs s'asseyent, pour que le monde juif devienne ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez? C'est très intéressant et une fois de plus, ce sont ce genre d'initiatives qui s'insèrent, mais alors là, de manière absolument claire par rapport à ce projet d'afro-création qui est de mettre les gens en contact. C'est intéressant ce que tu es en train de dire là parce que lorsque tu dis que les hommes d'affaires ont un rôle important à jouer, je reviens sur les exemples que nous voyons tous les jours. Si on regarde des personnes comme Bill Gates ou Steve Jobs aux États-Unis, on se rend compte que quand ces personnes se sont fait de l'argent, qu'est-ce que ces personnes font en général? Elles donnent de l'argent aux universités qui en général donnent des noms dans des pavillons de ces universités au nom des personnes qui ont donc financé. Donc on voit par exemple dans des universités américaines la salle Bill Gates ou le pavillon Steve Jobs, justement pour dire qu'ils se sont fait de l'argent et maintenant ils mettent cet argent au service d'une idéologie qui est la leur. Je vais même plus loin, je vais vous dire, les Bill Gates sont des maçons. Exactement. C'est-à-dire que c'est des cercles vicieux. Je vous prends un exemple pour que vous compreniez. Regardez un peu les Juifs. Comment les Juifs ont fait pour devenir ce qu'ils sont après qu'ils aient subi tous ces drames. Parce que précisément, le rabbinisme juif est devenu puissant. Les rabbins juifs, qui sont ceux qui sont chargés de la pensée close, se sont mis avec les penseurs, les Einstein, les von Braun, etc. N'oubliez jamais que tous les grands scientifiques de ce monde ont été des juifs. Et ce sont ces grands scientifiques qui sont de commun accord avec les rabbins qui organisent la pensée économique pour que cette économie puisse rapporter au monde juif. Et nous devons donc faire la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Alors, nous arrivons donc un petit peu à la fin de cette émission. Alors, une question un petit peu, on va peut-être dire terre à terre, mais il faut que je te la pose quand même. Voilà, il y a quelque chose qui m'irrite énormément, c'est ce culte de l'entrepreneur, comme celui que l'on connaît en Occident. C'est le culte des millionnaires, des milliardaires. Alors, chaque année, en Grande-Bretagne ici, on voit la liste des hommes les plus riches.
la liste des femmes les plus riches, la liste des PDG de moins de 40 ans, la liste des nouvelles stars montantes. Ce sont des listes qui, en général, moi, m'exaspèrent au plus haut point. Alors, je te pose la question quand même, c'est qu'est-ce que tu penses de ces listes de millionnaires et milliardaires africains, listes que l'on commence à voir de plus en plus sur le net, etc. Oui, mais le problème, c'est que les milliardaires africains, ils ont leur en Suisse et ça ne sert même pas le développement de leur pays. Donc, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que n'oublions jamais que le monde occidental est fondé sur la rationalité des individus. C'est exactement comme l'affaire du Christ. Si tu ne passes pas par Christ, tu ne seras pas sauvé parce que le modèle, c'est le modèle de l'exclusivisme. Le modèle occidental est fondé sur l'idée selon laquelle les individus sont rationnels, calculateurs et font tout pour s'en sortir. Même si les autres ne s'en sortent pas, chacun se bat. Ils ont reporté ce modèle dans les églises et dans les religions en disant, si tu veux passer chez Dieu et le trouver, tu passes par le Christ. Donc si vous voulez, quand ils produisent ces milliardaires dont ils affichent les capacités, c'est parce qu'ils en ont besoin, c'est intrinsèque à leur mode d'être. C'est la compétition, c'est la vocation de l'Occident, la compétition. Comment faire pour devenir le premier, quitte à ce que j'élimine tout le monde dans cette course? Et donc, ils ont reporté ce modèle en Afrique et on trouve désormais des leaders qui sont des leaders qui ont des moyens, mais qui doublement ne font même pas ce que l'Occident fait. C'est-à-dire, ils ont de l'argent, mais l'argent dort quelque part pour faire uniquement leur propre maison et les piscines à la maison, alors que nous avons tous les jeunes qui travaillent. Alors, la question qui se pose, c'est comment a-t-on arrivé au fait que l'Africain soit comme l'Occidental aujourd'hui, qui est capable d'accumuler des milliards et de voir ses propres enfants traîner dans la rue? C'est parce que par le modèle éducatif, les individus changent. Par un modèle éducatif, on vous rend conforme à la volonté du maître. Par un modèle éducatif et même religieux, on vous rend conforme à la pensée des autres. Si nous ne tuons pas dans nos modèles éducatifs, qui ont fait des élites sans fond, des élites mendiantes, des élites agrégées d'université, mais incapables de quoi que ce soit, on est perdu. Et c'est la raison pour laquelle l'insistance sur la question de l'éducation est importante. Vous avez vu les Juifs, vous avez vu comment leurs enfants sont juifs. Leurs enfants n'ont pas besoin d'être occidentaux comme nous. Nous, nos enfants naissent, à peine sont-ils nés, qu'ils croient qu'être en France, c'est une bonne chose. À peine sont-ils nés, qu'ils s'appellent Pitou, Patou, etc. On ne trouve pas un arabe qui s'appelle Pierre ou Paul. On ne trouve pas un arabe qui s'appelle Serge. On ne trouve pas un japonais ou un chinois qui cherche absolument à s'appeler Pauling, etc. Pourquoi les Africains le font? Pourquoi les Africains pensent que s'appeler Pierre-Paul, c'est une chose extraordinaire? Parce que la question de l'éducation chrétienne et la question de l'école où nous sommes allés est nocive pour nous. C'est la raison pour laquelle l'université africaine de demain sera fondamentale. Sinon, il ne faut rien espérer, rien ne se fera. Voilà, c'était des propos recueillis ce soir sur Afro Innovation avec notre invité, un invité de haute pointure, un philosophe camerounais qui s'appelle Mbog Bassong. Donc frère Mbog Bassong, un très grand merci par rapport à tout ce que tu viens d'énoncer ce soir. Je peux te rassurer que le message était percutant. Le message était très pointilleux et je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler ce soir, de parler à tous nos frères, à toutes nos sœurs en Afrique et dans la diaspora. Alors un dernier mot de la fin, je te laisse donc 1 minute, tu peux dire le message qui te convient et après cela nous allons rendre l'antenne. Vas-y, c'est à toi. Alors, j'aimerais d'abord vous remercier, vous, d'avoir permis que je m'exprime dans vos antennes. Et je voudrais vous rassurer que je reviendrai chaque fois que vous aurez besoin de moi. Parce que c'est ça l'enjeu. Et je termine en disant, si nous ne voulons pas aimer cette Afrique, si nous ne voulons pas aimer nos traditions, si nous voulons les détester comme l'Église a tout fait pour qu'on le fasse, pour que nous jetions nos fétiches,
pour que nous oublions nos ancêtres, eh bien, il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les entrepreneurs à nous aider à faire ce travail. Et particulièrement, le jour où vous qui êtes entrepreneur, vous aurez pour but que enfin les cultes traditionnels soient refondés pour que l'Afrique aura commencé à se réveiller. Et prenez ça pour quelque chose de très important. Et s'il vous plaît, essayez de vous en occuper. Je vous remercie bien. Un très grand merci, frère. Je peux te rassurer que tout ce que tu viens de dire n'est pas pris à la légère. Je sais que nous restons en contact parce que nous sommes très très proches et nous allons continuer donc à nous poser des questions par rapport à ce qu'on vient d'énoncer ce soir et je suis certain que nous allons pouvoir commencer à faire des choses de manière concrète. Voilà, c'était une interview ce soir du frère Mbog Bassong, philosophe camerounais. On te remercie et on espère te revoir ou en tout cas t'avoir sur cette antenne d'ici peu. Merci beaucoup, à bientôt. Merci bien, John. Au revoir, bye bye. À bientôt.